Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition 22h, au sommaire de l'actualité. Cérémonie de sortie de la 10e promotion des officiers à Arta. Et pour la scène internationale, l'Union européenne veut attirer les travailleurs hautement qualifiés du monde entier. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous rejoindre sur cette édition. Le journal au complet à présent. Comme mentionné dans les titres, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed, a parrainé ce jeudi 16 septembre 2021 à l'Académie militaire interarmée d'Arta la cérémonie marquant la fin de formation de la 10e promotion des élèves officiers. Ayant débuté leur formation d'officier en 2018 pour un cursus de 3 ans, cette 10e promotion est arrivée à son terme ce jour. À son arrivée, son Excellence Hassan Omar Mohamed a été accueilli par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, général Zakaria Cheikh Ibrahim, et le directeur de l'académie, le colonel-major Mohamed Ali Obsier. Puis ensemble, ils ont effectué la revue des troupes composée du commandant des troupes, le drapeau et sa garde et des élèves officiers en formation constituée de la première année nouvellement enrôlée, deuxième année et la troisième année en phase de finition. Durant cette revue, l'hymne national a retenti. Rappelons que l'Académie militaire interarmée d'Arta est un projet national ambitieux né de la volonté politique du président de la République et chef suprême des armées, son Excellence El Hajj Ismaël Omar Guelleh. Et créé par décret présidentiel le 5 décembre 2007, l'Académie militaire interarmée d'Arta a été inaugurée officiellement le 28 janvier 2010 par son Excellence le président de la République. C'est une institution militaire qui a pour vocation de former les officiers d'actifs des forces armées djiboutiennes, de la garde républicaine, de la gendarmerie nationale et enfin de la garde-côte. Puis, le ministre de la Défense prononcera son allocution. On procédera alors à la remise des galons et les lettres d'encouragement aux 3 premiers de la promotion. On enchaînera par la remise des galons et des diplômes au reste de la promotion sortante. Viendra après un moment très solennel dans la vie de tout officier, en l'occurrence la prestation des serments. Le colonel-major Mohamed Ali Obsier, directeur de l'Académie, a pris la parole en premier pour remercier son Excellence M. Hassan Omar Mohamed, ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, d'avoir voulu présider cette cérémonie de sortie de la 10e promotion des officiers. Dans son discours, le colonel-major Mohamed Ali Obsier a souligné que cette promotion de 24 élèves officiers, dont une fille, détenteurs tous d'une licence, n'a ménagé aucun effort durant leur formation militaire pour acquérir l'ensemble des savoir-être et savoir-faire pour commander des hommes en toute situation et en toute confiance. Écoutons à présent un extrait. En tant que directeur général de l'Académie militaire interarmée d'Arta, j'ai le privilège et l'honneur de vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue à l'AMIA. D'emblée, je voudrais vous remercier d'être venu prendre part à cette cérémonie si importante pour les élèves officiers qui ont passé 3 années ici à l'Académie. Effectivement, cette cérémonie est destinée à clôturer la formation initiale des officiers de la 10e promotion. L'Académie interarmée d'Arta a pour vocation de former les officiers de nos forces armées, mais aussi ceux de la GR, de la gendarmerie et des gardes-côtes. Excellence, Monsieur le ministre, cette promotion a été incorporée en septembre 2018, il y a 3 ans exactement. Elle est composée de 23 hommes et d'une femme. Ces officiers
sont issus de toutes les régions de notre pays. Durant le passé, à l'AMIA, leurs instructeurs de l'AMIA les ont entraînés, éduqués, formés pour être des leaders. Ils ont acquis l'ensemble des savoir-être et savoir-faire pour commander des hommes en toute situation et toute confiance. Avant de clôturer mon allocution, je voudrais dire quelques mots de conseil aux jeunes officiers qui sortent actuellement de cette école. Laissez-moi vous dire que vous pensez plutôt tous qu'en finissant la formation de l'AMIA, vous en avez terminé les efforts ou avec les difficultés. Laissez-moi vous dire que vous avez tort. Vous êtes au début de votre carrière. La formation à l'AMIA était juste une introduction à la vie militaire. Durant votre carrière, dans la fonction des responsabilités qui seront les vôtres, vous devez redoubler d'efforts pour accomplir vos missions tout en prenant soin de vos subordonnés et vos matériels. En tant que promotion, vous devez maintenir et préserver votre cohésion entre vous et vos liens avec votre académie et vos anciens. Pour sa part, le ministre a indiqué qu'il était honoré de pouvoir présider, en sa qualité de ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, cette cérémonie marquant la fin de formation de la 10e promotion des élèves officiers. Ensuite, le ministre n'a pas manqué de féliciter l'ensemble des personnels de l'AMIA et les instructeurs, mais aussi et particulièrement nos frères et les coopérants marocains et français pour leur disponibilité et leur sacrifice afin de faire de cette académie militaire une vraie réussite au profit des forces de défense et de sécurité de notre pays. C'est un immense plaisir pour moi de venir officiellement la première fois ici à l'Académie militaire interdarmées, ce jour, le 16 septembre 2021, en tant que ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, pour présider l'événement important qui nous réunit aujourd'hui. Il s'agit de la cérémonie marquant la fin des formations de la 10e promotion des élèves officiers qui finissent 3 années de formation de 2018 à 2021. Créée par la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, l'Académie militaire d'Arta existe depuis décembre 2007, c'est-à-dire 14 ans déjà passés. À ce titre, je tiens à féliciter l'ensemble des personnels de l'AMIA, en tête le directeur général, Mohamed Ali, et les instructeurs, mais aussi et particulièrement nos frères, les coopérants marocains et français, pour leur disponibilité et leur sacrifice afin de faire de cette académie militaire une vraie réussite au profit des forces de défense et de sécurité de notre pays. Le rajeunissement et l'instruction de nos cadres demeurent une priorité pour la montée en puissance et la modernisation de nos forces armées. Aussi, c'est avec fierté que je félicite les lauréats de cette promotion qui, pendant la durée de leur formation au sein de la MIA, n'ont pas ménagé aucun effort pour s'instruire afin de devenir des officiers exemplaires. Je vous encourage à préserver dans cette voie et de donner le meilleur de vous-même au sein de vos corps
et formation d'affectation. Notre pays attend de votre part une exemplarité absolue en tant qu'officier. Je suis convaincu que vous serez à la hauteur de la responsabilité qui vous sera confiée au sein de vos unités respectives. Au terme des discours, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed, accompagné du général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, ont procédé à la remise des galons grade de sous-lieutenant à l'ensemble de la promotion. Les 3 premiers lauréats se sont vus décerner aussi une lettre de félicitations pour leurs excellents résultats. Après 3 ans de dur labeur et de sacrifices personnels, les 23 lauréats ont largement mérité leur grade d'officier. S'en est suivi le moment très solennel tant attendu des officiers. Il s'agit du serment au service de la nation, du jurer fidélité, loyauté, obéissance, dévouement jusqu'au sacrifice ultime. Ainsi, ces jeunes officiers vont être intégrés dans les différents régiments des FAD et leur vie serait dorénavant régie par un règlement de la discipline générale et le statut général des officiers. Ces 2 ouvrages définissent le socle de la vie militaire qui nécessite abnégation, dépassement de force de caractère et discrétion. En dernier lieu, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement a signé le livre d'or de l'Académie. La photo de famille a clôturé cette cérémonie. En marge de la cérémonie, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement a pu visiter 2 grands projets en cours de construction à l'Académie militaire interarmée d'Arta. Il s'agit de la construction d'un hangar destiné à stocker les tenues de parade des élèves officiers propres à l'Académie. En effet, l'AMIA s'est doté des nouvelles tenues des cérémonies. Aussi, ce hangar recevra le simulateur de tir pour les armes petits et gros calibres. Dans le cadre de perfectionnement des FAD, l'acquisition de ce simulateur de tir permettra de multiplier les séances de tir afin de perfectionner les militaires dans le maniement des armes et jouera aussi un rôle positif dans la préservation de l'environnement. Également un bâtiment qui permettra d'accueillir les élèves officiers de la première année afin de leur ouvrir un meilleur cadre de vie. Santé à présent, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, a fait une déclaration sur la situation de la Covid-19 sur notre territoire. Écoutons le ministre. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu wa-salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis le début de l'année 2020, à l'annonce d'une urgence de santé publique de portée internationale et avant même l'apparition de premiers cas dans notre pays, le gouvernement s'est attelé à la mise en place d'un dispositif de gestion et de riposte contre la pandémie du Covid-19. Face à cette situation et dans l'impératif vital de protection de la population djiboutienne, des mesures rapides et décisives ont été mises en œuvre par le gouvernement sous le leadership de Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, comme la constitution du comité de pilotage du Covid-19, la constitution du comité scientifique, la création d'un fonds de riposte et de solidarité, et enfin la mise en place de décrets pour les mesures préventives. Ce plan de riposte a permis à notre pays de répondre efficacement à cette pandémie par la communication, la prévention, la prise en charge des cas et une bonne coordination. Une stratégie de 3T, à savoir tester, traiter et tracer, a été mise en place et s'est avérée efficiente à travers un dépistage massif et une offre généralisée de prélèvements au niveau des structures de soins.
Mesdames et messieurs, compte tenu de la menace actuelle d'une troisième vague épidémique avec ces nouveaux variants encore plus contagieux de par le monde et dans les pays limitrophes, et au regard de la situation épidémiologique à Djibouti ces derniers temps, caractérisée par une hausse conséquente des taux de positivité de nouvelles contaminations, le ministère de la Santé invite la population à plus de vigilance pour éviter toute recrudescence des cas de Covid-19 dans notre pays. En plus des mesures barrières et du port de masque, la vaccination reste la seule arme aujourd'hui contre la Covid-19. La vaccination reste la seule arme aujourd'hui qui est efficace contre ce virus du Covid-19. C'est pour ça que c'est un devoir patriotique de se faire vacciner. Le ministère de la Santé va accentuer sa stratégie de vaccination en procédant à la décentralisation des activités vaccinales par la mise en place des unités mobiles de proximité au niveau des quartiers de la capitale et dans les régions de l'intérieur. Pour cela, pour répondre à un défi majeur qui est d'améliorer le taux de couverture vaccinale et atteindre ainsi cette immunité collective. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la majorité des personnes hospitalisées dans nos structures pour cause de Covid n'a reçu aucune dose de vaccin contre le Covid-19. Je répète encore une fois que la quasi-totalité des personnes qui sont hospitalisées dans nos structures hospitalières n'ont jamais reçu de vaccin. Et nous déplorons malheureusement 2 cas de décès depuis hier soir. Il s'agit des personnes âgées qui souffraient également de maladies chroniques. Ce sont des personnes âgées qui n'ont pas reçu de vaccin. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Devant le constat de relâchement chez certaines personnes, il est important de respecter les mesures préventives, ainsi que l'ensemble des gestes barrières que sont le port de masques dans les espaces publics, les lieux clos, ainsi que dans les transports en commun. Le ministère de la Santé rend obligatoire le port de masques dans les espaces publics, les lieux clos, ainsi que dans le transport en commun. Également la distanciation physique d'au moins 1 mètre. Également le fait de se laver très régulièrement les mains au savon ou bien au gel hydroalcoolique. Et enfin, surtout, vaccinez-vous. La vaccination reste le seul arme pour lutter contre cette pandémie. Mes chers compatriotes, restez vigilants, protégez-vous et protégez les autres. Je vous remercie. C'était la déclaration du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile. Autre actualité nationale santé, toujours ce matin, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, se sont déplacés au pôle de vaccination 6 au MENFOP pour féliciter et encourager les enseignants et cadres de l'éducation qui se sont massivement vaccinés lors du passage de l'équipe mobile de vaccination contre la Covid-19. Depuis le début du mois en cours, le ministère de la Santé a en effet initié un programme de facilitation d'accès aux vaccins anti-Covid-19 en planifiant les déplacements d'une équipe mobile de vaccination dans les différents départements ministériels.
En cette période de rentrée scolaire, le ministre de la Santé a salué la forte mobilisation du corps enseignant et des cadres administratifs du MENFOP qui se sont vaccinés massivement. En plus des mesures barrières et du port des masques, la vaccination constituait le moyen le plus sûr et le plus efficace pour se protéger et protéger les autres. Les deux ministres ont par ailleurs souligné l'impérieuse nécessité d'une meilleure adhésion des agents de l'État à cette campagne vaccinale en cours pour contrer la circulation du virus en milieu de travail et d'assurer une saine continuité du service public. Une nécessité d'autant plus impérieuse avec les récentes notifications des cas positifs qui font état d'une hausse constante dans notre pays qui fait face à la résurgence d'une nouvelle vague épidémique de la Covid-19 et de ces variants qui sévit actuellement toute la planète. Et enfin, ils ont une fois de plus appelé la population à solliciter davantage les vaccins anti-Covid-19 en vue d'atteindre l'immunité collective, synonyme de protection généralisée qui permettra un retour rapide à une vie quasi normale pour tous nos concitoyens. Je vous emmène à Dikil à présent où un atelier pour la mise en place d'un comité régional de coordination des activités de prévention et contrôle face à la Covid-19 s'est déroulé à Dikil. En particulier pour le site frontalier de Galafi, une initiative nationale impulsée par le gouvernement qui permettra de consolider les acquis du dispositif de gestion de l'épidémie dans la région de Galafi au niveau de cette région. Ce dispositif, soutenu par l'IGAD en collaboration étroite avec le ministère de la Santé et sous l'impulsion du ministre Dr Ahmed Roble, intervient dans le cadre de la réponse face à la pandémie du coronavirus en République de Djibouti, auquel l'IGAD, en sa qualité d'organisation régionale, contribue sur le financement de l'Union européenne. L'Union européenne a répondu à l'appel des chefs de l'État des pays de l'IGAD, dont le président Ismaël Omar Guelleh, en finançant la stratégie de réponse régionale en matière de santé de la région de l'IGAD avec 60 millions d'euros pour atténuer les impacts sanitaires et socio-économiques du Covid-19 parmi les communautés transfrontalières, migrants, réfugiés et communautés d'accueil à personnes déplacées à l'intérieur du pays et autres populations mobiles dans la région de l'IGAD. Comme sur les 3 sites du projet transfrontalier au niveau de notre pays, y compris dans la région des Dikil, ce comité de coordination subnational a une fonction visant à faciliter la mise en œuvre des activités approuvées, tant sur le plan de la prévention que du contrôle de la Covid-19, une pandémie mondiale, comme vous le savez. Des points de rentrée, surtout des échanges commerciaux et des migrants surtout. Et à Obok, c'est le point de sortie. Donc c'est un projet, je vais dire, donc je disais que c'est la redynamisation de ce comité multisectoriel, la mise en place, surtout, et c'est un projet bien sûr qui va voir le jour dans tous les pays membres de l'IGAD, puisque la preuve, vous avez un représentant au cadre qui représente le pays de l'IGAD, qui est dépêché ici même ce matin. Donc l'objectif, c'est de mettre déjà la mise en place. Une fois que les comités seront mis en place, il y aura le terme de référence tout à l'heure qui nous aura présenté. Donc la composition, c'est très important. Et ce comité, son rôle consistera bien sûr à prioriser toutes les activités que bénéficiera la région de l'unité. L'expert régional de l'IGAD a indiqué que le comité transfrontalier fournira une plateforme aux parties prenantes locales pour participer activement et s'engager dans la Covid-19 et d'autres activités de surveillance et de réponse aux maladies épidémiques à la frontière dans la région de Dikil. Retour à la capitale Djibouti-Ville où, dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des personnes handicapées, l'Agence nationale des personnes handicapées, en collaboration avec le ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, a organisé un atelier de réflexion dans la mise en œuvre du décret portant dispositions particulières à l'emploi des personnes handicapées au Palais du Peuple. Cette réunion a été présidée par le ministre du Travail, son Excellence M. Ismaël Ibrahim Roble, mais également le directeur de l'ANPH, M. Ali Saïd Mahmoud. L'objet de cette réunion consiste pour discuter le voisin moyen pour mettre en œuvre l'application du décret portant dispositions particulières à l'emploi des personnes handicapées, mais également c'était de sensibiliser l'opinion publique et les opérateurs économiques pour la promotion de l'emploi des personnes handicapées.
Ont été présents les hauts responsables des différents départements sous la tutelle de son ministère, en l'occurrence le directeur général de l'INAP, M. Chamark Idriss Ali, et de celui de l'ANEFIP, M. Mohamed Omar Guelleh, l'inspecteur général du travail, aussi le conseiller du directeur général de l'ANPH, M. Mahad Ibrahim. À son tour, le directeur général de l'Agence nationale pour les personnes handicapées a exprimé l'importance de cet atelier de réflexion initié par le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale pour l'application du décret portant sur les dispositions de l'emploi des personnes handicapées. C'est un grand plaisir pour moi qu'aujourd'hui on a réuni un atelier qui s'inscrit sur la réflexion dans la mise en œuvre du décret portant dispositions particulières à l'emploi des personnes handicapées, a-t-il dit. Le directeur général de l'Agence nationale pour les personnes handicapées a remercié le plein soutien des différents départements ministériels tels que le ministère du Travail pour la promotion et la protection des droits des personnes à besoins spéciaux. Enfin, il a soulevé également les voies et moyens de promouvoir l'intégration des personnes handicapées dans le marché de l'emploi. Le ministre, à son tour, a exhorté qu'il s'agit donc pour le ministère du Travail et l'ANPH d'harmoniser et de coordonner leurs actions pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées vivant sous nos cieux. Je voudrais d'abord vous remercier pour avoir tenu à participer à cette réunion de travail rassemblant les personnels chargés de la mise en application du décret portant dispositions particulières à l'emploi des personnes handicapées, du ministère du Travail, mais également de l'Agence nationale des personnes handicapées. Je voudrais également dire combien je suis heureux de participer à cette première réunion qui très certainement vous permettra d'élaborer un plan d'action commun pour pouvoir être à même d'assurer l'application de ce texte de loi fixant les règles relatives à l'emploi des personnes handicapées à Djibouti. Vous le savez autant que moi, Djibouti a opté pour une politique nationale de l'emploi inclusive. C'est dire l'importance que l'on accorde à l'emploi des personnes handicapées. Cette politique nationale de l'emploi se veut donc inclusive et ne laisser personne de côté. Et en ce sens, nous avons en charge d'appliquer comme il se doit ce texte de loi, mais avec professionnalisme. D'abord, passant par l'étape de pédagogie, de sensibilisation, d'information auprès de nos partenaires sociaux, en l'occurrence les entreprises, mais également les travailleurs. Écoutons à présent les réactions respectives du directeur général de l'ANEFIP, M. Mohamed Omar Guelleh, et du conseiller du directeur général de l'ANPH, M. Mahad Ibrahim. L'objectif de cet atelier était de voir comment on pourrait discuter, en partant de ce décret, l'application de ce décret et comment le secteur privé ainsi que le secteur public également, comment ils pourront appliquer ce décret et quelles sont les dispositions nécessaires à mettre en place afin que ce décret puisse rentrer en application. Je rappelle ici que l'ANEFIP, l'Agence nationale pour l'emploi, la formation et l'insertion professionnelle, travaille en étroite collaboration avec l'ANPH et nous sommes très contents que M. Douale, le directeur général de l'ANPH, puisse se soucier, comme toujours se soucie le président de la République, les personnes à besoins spéciaux. L'Agence nationale de l'emploi apportera l'appui nécessaire à l'ANPH et sera toujours disponible pour donner la place que devait occuper un handicapé en République de Djibouti. Aujourd'hui, il s'est tenu au niveau du Palais du Peuple un atelier de réflexion autour de la promotion de l'emploi des personnes handicapées. Cet atelier, en fait, a été présidé par le ministre du Travail
mais également le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées. Il a réuni l'ensemble des cadres de l'inspection et du ministère du Travail, mais également de l'Agence nationale des personnes handicapées, pour discuter sur les voies et moyens de mettre en œuvre l'application du décret portant promotion de l'emploi des personnes handicapées, mais également c'était en fait l'occasion de sensibiliser l'opinion publique, mais également les opérateurs économiques pour que la promotion de l'emploi des personnes handicapées puisse se faire dans de bonnes conditions. Autre actualité en Égypte où l'ambassadeur Ahmed Ali Barre a été reçu le mercredi 15 septembre 2021 au palais présidentiel Al-Ittihadiyya par son Excellence M. Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, afin de lui présenter ses lettres de créance en sa qualité d'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de l'Égypte. Communiqué à présent, communiqué de l'ONEAD dans le cadre de sa politique de préservation de l'environnement et de la santé des populations, la direction générale de l'ONEAD informe de l'ouverture de 3 nouveaux sites de dépotage de matières de vidange devant permettre aux vidangeurs l'exercice de leur activité dans le respect de la loi. Ces 3 sites se situent à la station Siesta en face de la plage, à la station S2 située en face de l'abattoir et enfin à la station Voirie située au quartier L'Air. Ainsi, à compter du 1er octobre 2021, il est fait obligation aux vidangeurs d'utiliser exclusivement ces sites sous peine de sanctions financières pouvant aller jusqu'à la confiscation de leur matériel. Il est également possible de signaler par mail, courriel accompagné de photos à l'adresse suivante objectif0reg@onead.dj. Parce que notre qualité de vie est l'affaire de tous, l'ONEAD compte sur votre vigilance et votre engagement. Passons aux actualités internationales à présent. Comme je vous le disais dans les titres, il s'agit du seul changement législatif de ces dernières années en matière de migration légale. Les eurodéputés ont approuvé les nouvelles règles concernant la carte bleue européenne. Avec ce dispositif, l'Union européenne veut attirer plus de travailleurs hautement qualifiés issus des pays tiers. Plusieurs secteurs sont particulièrement concernés, comme par exemple la santé ou la technologie. Ces derniers ont été particulièrement mis en avant au cours du processus de révision. Mais le président d'Eurocadre, Martin Jefflen, souligne que c'est une question intersectorielle. Nous avons besoin d'un meilleur accès à des travailleurs hautement qualifiés, quel que soit le domaine. La carte bleue existe depuis 2009. Elle rassemble en un seul document un permis de travail et de résidence. Elle permet aussi aux ressortissants de pays tiers de répondre à des offres d'emploi dans l'Union européenne. C'est tout pour cette édition de 22h, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.